travaux terminés, on va reprendre les tranchées. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre sur la Première Guerre mondiale qui s'intitule Verdun, la guerre des tranchées. Cette photographie montre le paysage de Verdun vu d'avion en 1917 après l'essentiel des combats. On y voit donc un paysage dévasté avec, on peut reconnaître quand même la tranchée allemande ici et la tranchée française en bas. Entre et autour, on voit plein de cratères d'obus, des arbres qui ont été déchiquetés. Ce paysage est, on va dire, appelé lunaire. Il n'y a plus rien de vivant dessus. Donc on va s'interroger dans cette partie pour savoir en quoi Verdun est un symbole de la violence de masse. La violence de masse étant l'utilisation de la violence dans le but de tuer les personnes en grand nombre. Et donc Verdun symbolise bien cette violence. Donc nous avons fait en cours une fiche d'exercice pour expliquer tout d'abord le récit de la bataille, pourquoi une bataille à Verdun, les phases de la bataille et les conséquences de cette bataille. La deuxième partie de la fiche étant concernant la guerre de tranchées, avec quelques définitions, mais aussi tous les éléments qui montrent que cette guerre de tranchées est une violence de masse, donc des armes meurtrières, d'énormes moyens déployés et des conditions de vie atroces pour les soldats. Donc on voit bien sur cette carte du front de l'Ouest entre 1915 et 1916 que le front donc fait 1000 km de long, il bouge très peu sur toute cette période-là, et les Allemands vont choisir d'attaquer à Verdun, donc au nord-est de la France. Alors pourquoi Verdun? Parce que c'est situé dans un saillant où ils entourent sur trois côtés l'armée française, et Verdun est une ville symbolique pour les Français. Donc ce documentaire a été visionné en classe, donc là nous on peut le regarder. Alors pourquoi une bataille à Verdun? Les objectifs de l'attaque allemande, donc je l'ai dit, c'est de prendre Verdun et si possible ensuite aller sur Paris. Mais un des objectifs annoncés par le général Falkenhayn, c'est également de saigner l'armée française en obligeant les Français à envoyer énormément de troupes sur Verdun pour épuiser cette armée et permettre la victoire. L'objectif français désigné ici par le général Pétain est beaucoup plus simple, c'est absolument à tout prix arrêter les Allemands. Et c'est ce qu'il va s'employer à faire à la tête de l'armée. Donc quelles sont les deux grandes phases de la bataille? On voit bien sur cette carte qui vous montre Verdun, le front allemand le 21 février 1916 avant l'attaque. Et donc à partir de ce mois de février, pendant 4 mois, les Allemands vont mener l'assaut sans arrêt sur Verdun et ses alentours, ce qui va leur permettre d'avancer d'une dizaine de kilomètres au maximum, puisqu'ils vont atteindre cette ligne-là à 5 km de Verdun, mais jamais ils ne prendront Verdun. Quelques objectifs secondaires comme Douaumont ou Vaux, qui sont des forts, ont été pris, mais jamais ils n'iront plus loin. Alors la deuxième phase de l'offensive, c'est à partir de juillet-août 1916, où cette fois-ci ce sont les Français qui attaquent pour récupérer le territoire perdu. Alors ils vont bien réussir à récupérer Douaumont ou Vaux et à se rapprocher quasiment de la ligne de front de départ, mais ils ne récupéreront pas tout le territoire qui avait été perdu au départ. Donc est-ce que cette bataille a été décisive pour la guerre? Bien absolument pas, puisque comme on le voit, peu de territoire a changé finalement une main. Après 10 mois de bataille, on est sur un front qui est quasiment identique à ce qu'il était auparavant. Donc cependant, les conséquences de la bataille sont très importantes pour les soldats, puisqu'on a près d'1 million de soldats tués ou blessés, et au total près de 300 000 de tués, avec une majorité de soldats français tués. Donc l'armée française a bien été saignée, mais l'armée allemande a quasiment été autant saignée que l'armée française, donc de ce point de vue-là, c'est égalité. Donc le paysage de Verdun, je n'y reviens pas, puisqu'on en a déjà parlé en introduction. Alors, la guerre de tranchées à Verdun, on la voit bien avec ces deux tranchées ici, hein. Une tranchée sur la gauche qui est à peu près en état, donc qui vient d'être réparée ou n'a pas été trop touchée. Et ici une tranchée allemande totalement dévastée, les parapets n'existent plus, on voit bien que tout est en désordre. Et on voit ces deux soldats allemands qui sont prêts à défendre cette tranchée. Donc une tranchée, c'est un fossé creusé par les soldats pour défendre les positions. Alors, le front, c'est la ligne des combats, donc fait 10 à 15 km de large, et c'est là où se passent tous les combats. La guerre de position, elle, on en a déjà parlé, c'est une guerre où effectivement les armées ne se déplacent quasiment pas parce qu'on n'arrive pas à bouger, les défenses adverses étant trop puissantes. Donc la violence de masse dans les tranchées de Verdun sont dues notamment aux armes meurtrières. Alors ces armes, on peut en faire une liste très rapidement, les canons avec qui envoient différents obus de toutes sortes, notamment des obus à gaz,
On a aussi les fusils avec les baïonnettes à leur bout qui servent notamment au combat rapproché. On peut également parler des mitrailleuses qui sont extrêmement meurtrières lors des attaques. Il y a aussi à noter les grenades utilisées pour prendre d'assaut les tranchées adverses ou pour défendre ses propres tranchées. Donc tout ça fait un nombre d'armes assez important. Alors on pourrait rajouter éventuellement aussi les avions qui bombardent quelquefois les tranchées adverses. Alors voici pour les armes meurtrières. On peut également parler pour cette violence de masse des énormes moyens déployés sur Verdun de chaque côté. Alors tout d'abord moyens matériels avec l'utilisation par exemple de 60 millions d'obus tirés dans les deux camps sur la période de la bataille, dont 2 millions uniquement par les Allemands le 21 février 1916, avec les dégâts énormes provoqués dans les défenses françaises ce jour-là, puisque peu de soldats survivaient après cette attaque très puissante. Alors, autre élément qui montre les moyens énormes déployés, il suffit de dire que 66 divisions sur les 95 de l'armée française ont été envoyées à Verdun, c'est-à-dire les 2 tiers des soldats français sont passés un jour ou l'autre à Verdun. Pourquoi ce turnover de soldats? Tout simplement parce que une division qui arrivait à Verdun sur le front, en quelques jours, était particulièrement touchée, avec énormément de soldats morts ou blessés, et les conditions de combat étant tellement dures qu'il fallait enlever les troupes très rapidement et les changer par des troupes fraîches. Donc dernière chose dont on peut parler ici, au-delà du nombre de villages détruits et du nombre de morts par jour, on peut également parler de la voie sacrée, qui était la seule route réellement carrossable qui permettait d'atteindre Verdun. Donc les Français, pendant les 10 mois de la bataille, amènent sans arrêt les renforts en hommes et en munitions et en divers matériels par cette voie sacrée qui voit des camions circuler 24 heures sur 24 sans arrêt pour alimenter la bataille. Une coupure de cette route pendant quelques heures ou quelques jours pouvant avoir des conséquences dramatiques côté français. Donc on peut également maintenant, pour terminer là-dessus, parler des conditions de vie atroces des soldats. Alors, conditions de vie qu'on pourrait diviser en 2 parties, les souffrances morales et les souffrances physiques des soldats. Alors souffrances physiques qui sont essentiellement dues tout d'abord aux conditions météorologiques. L'hiver, il fait extrêmement froid dans les tranchées, elles sont peu protégées, elles sont pas chauffées bien entendu. L'été, il fait très chaud et le manque d'eau notamment se fait durement sentir. Si on rajoute aux périodes de pluie une boue énorme dans ces tranchées faites en terre, qui rendent tout déplacement extrêmement difficile et pénible, on comprend bien que les soldats vivaient extrêmement difficilement dans ces tranchées. Deuxièmement, on peut parler aussi des problèmes physiques liés au manque de nourriture, puisque la nourriture arrive très difficilement sur le front, au manque également d'eau, comme j'en ai parlé. Alors, enfin, pour terminer, on peut noter la présence sur le front de petites bêtes fort désagréables, puisque les soldats doivent sans arrêt se gratter pour lutter contre ce qu'ils appellent les totos, c'est-à-dire les poux, qui les grignotent littéralement sans arrêt, ils passent leur temps à essayer de les tuer. Et il y a aussi, encore plus agréable, la présence d'énormément de rats, appelés rats de cadavre, puisque la nourriture pour eux est abondante malheureusement sur le front. Alors en ce qui concerne les souffrances morales, alors on peut déjà considérer que toutes les souffrances physiques atteignent de façon assez importante les soldats, mais il y a aussi toutes les souffrances liées au combat. Donc subir des bombardements d'obus pendant des heures et des heures avec la peur de mourir doit être particulièrement pénible. Les attaques qui étaient lancées pour les soldats étaient aussi terribles, puisqu'ils savaient que dans beaucoup de cas ils avaient peu de chances de s'en sortir indemnes. Donc on peut enfin rajouter la vue quasiment à chaque instant des cadavres ou des blessés sur le No Man's Land notamment, qui devaient toucher leur morale malheureusement de manière très forte, surtout quand c'était des amis à eux qui mouraient. Donc tout cela, on peut le résumer en disant que la guerre des tranchées de la bataille de Verdun, par l'ampleur des moyens violents employés et du nombre de soldats tués ou blessés, est une manifestation de la violence de masse. Donc enfin, pour terminer sur cette partie, on peut quand même signaler que même si ça ne concerne pas directement Verdun, tout ce qui se passe au front montre que l'ensemble du pays est concerné par la guerre totale, mais aussi
quand on voit ce qui se passe à l'arrière, c'est-à-dire les lieux où il n'y a pas de combat. Puisque l'économie, à l'époque, est entièrement orientée vers la production de guerre. On a transformé les usines qui produisaient autre chose en usines d'armement, notamment Renault qui se met à fabriquer des chars. Les femmes doivent remplacer les hommes au travail. Donc on voit ici ce qu'on appelait des munitionnettes en train de fabriquer des obus, mais elles remplacent aussi les hommes dans les champs. Les habitants des pays en guerre souffrent de nombreuses pénuries, il n'y a plus assez à manger, notamment en Allemagne où c'est la quasi-famine. Cette situation dans les zones occupées est encore plus dure, puisque les habitants, les civils doivent endurer les réquisitions allemandes et les violences de l'armée allemande. Hommes ou nourriture sont pris par les Allemands. Enfin, pour terminer, les États vont utiliser la propagande de manière intensive pendant la guerre. Les journaux sont censurés, on n'écrit pas ce qu'on veut sur les combats. Les bonnes nouvelles sont annoncées de manière plus importante que les mauvaises. En même temps, la possibilité d'écrire ce qu'ils veulent par les soldats dans leurs lettres à leur famille n'est pas possible. Ils sont censurés également. Alors tout ça est appelé par les soldats le bourrage de crâne, parce qu'on leur rentre dans le crâne des choses qui sont totalement fausses. Alors voilà, on a terminé pour cette partie. Je signale juste le site Mémoire des Hommes qui permet de retrouver tous les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale avec la fiche qui a été remplie lors de leur décès et qui précise donc le lieu du décès, pourquoi ils sont morts et d'où ils venaient. Voilà pour cela. Juste signaler ce tableau d'Otto-Dix, die Skatspieler, les joueurs de skat, qui nous montre des soldats allemands mutilés par cette guerre, des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, où là Otto-Dix caricature quand même et exagère leurs blessures, mais pour mieux dénoncer la guerre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine vidéo. Au revoir.